dans ce module spécialement, on va étudier les deux tendances marginales les plus importantes, non pas dans leur histoire, c'est-à-dire qui ont été dans l'histoire les plus importantes, mais qui continuent à l'être. Donc, la nécessité de commencer par ça, elle s'explique par elle-même. C'est qu'ils continuent à être importants, bien que marginaux. Et on va voir comment la marginalité n'est pas en contradiction avec l'importance. On peut être très marginal et très influent. Donc, qu'est-ce qui va définir la marginalité? Qu'est-ce qui va définir le fait de dire voilà, c'est un groupe marginal. C'est pas parce qu'on ne l'aime pas qu'il est marginal. D'ailleurs, on peut faire partie d'un groupe marginal et sans réclamer. Vous trouvez, par exemple, maintenant, sur Internet, surtout Internet arabe, des pages du nom je suis refusiste et j'en suis fier. Bon, quelqu'un qui a raison, il peut taper ça et ça lui apparaîtra. Rafidi ou aftakhir. Ça existe. Donc, la marginalité et la marginalisation ne fait plus peur. Du moment que même une seule personne dans son coin, à travers l'Internet, peut devenir un phénomène social. Il peut provoquer un phénomène social. Donc, être marginal ne fait plus peur et ne doit plus être, du fait qu'on est marginal, on ne doit plus être négligé et sous-estimé. C'est ça l'essentiel. Il y a 2 ans, lorsqu'on était le premier certificat, c'est le certificat des fondamentaux. Puisque le groupe était très hétérogène, et donc c'était le début, et donc le filtrage a à peine commencé, j'ai posé la question pour voir ce qui est prioritaire. À la fin du module, on devait choisir entre des thèmes d'application de la méthodologie. Quelques thèmes, j'ai proposé quelques sujets. Quel est le sujet prioritaire pour savoir ce qui est prioritaire, non seulement pour les étudiants, mais aussi pour la société, puisqu'ils sont censés faire des études pour servir leur société. Alors, j'ai proposé l'un des sujets, l'origine du chiisme. Quelqu'un m'a répondu, c'est pas une priorité du tout. Alors, par la suite, bien sûr, tout le monde s'est rendu compte que c'est important, parce que la majorité disait que oui, si, c'est important. Et on a étudié donc ce qu'on appelle la fameuse question du testament. Mais c'était une étude très, très lapidaire, et donc ça sera un grand chapitre de ce module. Hein. C'est pour cela que je le rappelle. Alors, au cours de ces 2 ans, les événements partout dans le monde ont évolué. Et ce qui est caché depuis 30-40 ans a commencé à découvrir donc son vrai visage. Et du coup, on découvre que la carte géopolitique n'est pas du tout ce que tout le monde, du moins les non-spécialistes, croyaient. Personne ne soupçonnait, dans certains pays tels que le Yémen, que les chiites deviennent majoritaires. Mais ce n'est pas du jour au lendemain qu'ils le sont devenus. Ce n'est pas du jour au lendemain.
au bout de 30 ans, 35, peut-être 40 ans ou plus, il y a eu une transformation de la société et personne ne s'en rendit compte. Un groupe qui était marginal, qui n'était que 10-15%, est devenu majoritaire au bout de 35-40 ans. Un pays comme le Nigeria, et ça je vous donne les statistiques officielles, qui ont entraîné une réaction très violente mais très tardive du gouvernement nigérien. Au Nigeria, un pays de 160 millions, 40 ans avant, il n'y avait pas l'ombre d'un chiite. Maintenant, il y en a 4 millions selon les statistiques de la BBC. Avec une armée de 10 000 hommes sous les armes. Et le gouvernement, maintenant, a comme première priorité de les anéantir. J'imagine mal comment il peut en finir avec une minorité qui est déjà de quelques millions. On a du mal à traiter des minorités de quelques dizaines de milliers, alors que dire de quelques millions. Et tout cela s'est fait au bout de 30-40 ans. Il y a 2-3 semaines, un cri d'alarme s'est élevé de l'Algérie. Selon les experts algériens, et là je parle de ce qui se trouve dans les tableaux télévisés, donc ce n'est pas des secrets d'État que je veux divulguer. Donc c'est ce qu'on peut entendre tous dans les masses médias. Donc le ministre lui-même des Affaires religieuses, il se lamente de la montée en puissance du chiisme et qu'ils sont déjà très bien postés dans les plus hauts postes de l'État, de telle sorte que même la police écrit des rapports alarmants et les rapports n'arrivent jamais au président. Ça, c'est ce que disent les experts dans les tableaux télévisés. Hein. Donc, ce n'est pas des secrets. Mais ce n'est pas en une journée que cela s'est passé. C'est au bout de 30 ans, 40 ans d'évolution. Regardez donc, partout dans le monde, on peut avoir des surprises pareilles. Mais pourquoi, il faut le connaître. Nous, on va faire un travail académique, ce n'est pas un travail politique. On ne va pas créer et faire une alarme. Non, pas du tout. On va travailler d'une façon académique pour voir ce phénomène. Qu'est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il a de... Est-ce que vraiment il est fort scientifiquement? Ou alors c'est le vide? C'est le même vide qui a laissé le bouddhisme prendre donc de l'ampleur partout dans le monde, et c'est le même vide qui a laissé les philosophies nihilistes aussi prendre le dessus sur les autres. Donc c'est le vide. Ou alors il y a réellement quelque chose de fort dans cette secte. De l'autre côté, il n'y a pas que le chiisme. Alors, dans l'histoire, ceux qui ont lu l'histoire arabo-musulmane, certainement, ils ont rencontré le terme khawarij. Khawarij, c'est le pluriel de khariji. Le khariji, c'est le rebelle. C'est le rebelle en armes. C'est un phénomène très ancien. Tous ceux qui ont passé leur collège dans une école arabe, certainement, ils ont entendu parler de quatrième calife des musulmans, calife des initiés, Khulafa al-Rashidin, qui a été tué par l'un des Khawarij. Tout le monde le connaît, ça. Mais ce phénomène s'était-il estompé ou s'était-il donc poursuivi et a-t-il continué à persister sous d'autres appellations? C'est ça la question qui se pose. Quand on fait le moindre rapprochement entre le mode opératoire et les agissements des groupes dits salafistes djihadistes, par exemple, on fait la comparaison entre
ces terroristes et les quelques informations de l'histoire arabo-musulmane que nous avons à propos des Khawarij, une chose qui pourrait frapper tout observateur, c'est la ressemblance. C'est le même mode opératoire. On va voir finalement, c'est l'un des objectifs de ce module, que ce groupe marginal a aussi bénéficié du vide qui existe pour conquérir de l'espace, et donc de telle sorte que maintenant, en Orient, il n'y a que ces deux tendances marginales, c'est-à-dire les Khawarij et les chiites, qui monopolisent non seulement la parole, parce qu'ils ne se parlent pas, mais ils monopolisent la scène des combats, parce qu'il s'agit bien d'une guerre civile, une guerre qui apparaît de plus en plus sans fin, parce que ni l'un ni l'autre ne pourrait venir à bout de son adversaire. Ces deux tendances, toutes les deux, aussi marginales que sanguinaires et déterminées, ils ne pourraient jamais s'exterminer l'un l'autre parce que tous les jours ils ont des nouvelles recrues. Ce qui va être en fait, ce qui s'est déjà passé, c'est que ces deux phénomènes, puisque la guerre a beaucoup donc de supporters et qui ne sont pas des musulmans, la guerre est nourrie d'une certaine donc d'un certain plan extra-musulman. Donc elle a toujours ses motifs de se poursuivre. Cette guerre-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne fait pas donc exterminer les deux belligérants, mais elle extermine la jeunesse musulmane parce que les deux groupes continuent à recruter parmi les jeunes de la majorité. Et donc, vous entendez dans les nouvelles, il y a une centaine qui meurent, de l'autre côté une centaine qui meurent, mais eux, ils s'en foutent, parce que à la place de chaque centaine qui meurt, il y aura une centaine de volontaires qui va venir, qui va être recruté de France, de Belgique, de Tunisie, de l'Algérie, de tout le monde. Il y aura toujours ce recrutement qui va continuer à alimenter cette guerre. Et donc, finalement, c'est la communauté musulmane en entier qui se consume. Par la marge. Elle est détruite par les marges. Et c'est ça le projet extra-musulman. Pour vous donner une idée de l'ampleur de ce dessin, de ce projet, l'Arabie Saoudite, qui a été toujours un pays très riche et qui a secouru les États-Unis pendant les deux grandes dernières crises de 2000 et de 2007, elle a été avec la Chine l'un des rares pays qui ont secouru la trésorerie américaine. Donc elle avait toujours un excédent. Pour la première fois dans son histoire, cette année, ils ont voté un projet d'endettement. Ils vont s'endetter. Pourquoi? Parce que la guerre coûte. Bon, elle est obligée, parce qu'elle est déjà impliquée, elle est obligée de continuer à financer donc, les gens qu'elle défend. De l'autre côté, un pays comme l'Iran, qui défend le côté chiite, et qui l'alimente, et donc il a son propre projet aussi, et donc, bien sûr, ils ont une censure extrême sur les chiffres, mais des observateurs extérieurs présagent et donc prévoient
que si les choses continuent comme ça, au bout de 2 ans, c'est le chaos. Ce sera le chaos en Iran. Parce que du moment que, c'est vrai qu'ils fabriquent eux-mêmes leurs armes, du moment que une partie de l'économie continue toujours à être donc consacrée à l'effort de guerre, c'est une usure. Et au bout de quelques années, peut-être 2, 3 ans, on prévoit, au plus. Donc ça sera la faillite aussi. Alors, toute la communauté musulmane paye aussi. Toute famille, même ici en France, elle risque de perdre l'un de ses enfants un jour, attiré par la propagande de l'un ou l'autre des deux belligérants. Bien sûr, les méthodes diffèrent. Alors que les salafistes, ils travaillent en grande pompe, et ceux qui sont recrutés, ils se manifestent sur YouTube et tout ça. Les autres, non. Parce qu'ils préfèrent rester sur place et travailler à partir de là où ils sont. Et envoyer de l'argent, des informations et tout ça. Mais de toute façon, toute famille risque de perdre un jour l'un de ses chers parce qu'elle ne connaît pas comme il faut ces tendances marginales et elle ne peut pas prémunir ses enfants. Donc, c'est pour cela, uniquement pour cela, c'est-à-dire pour offrir cette opportunité à tous ceux qui désirent se prémunir et prémunir leurs proches contre les tentations de ces deux mouvements marginaux. C'est dans cet objectif, dans cette perspective que nous avons avancé ce séminaire qui n'était pas prévu au mois de Ramadan. Et on a commencé par le 3e module pour ne pas attendre à faire le 2e, pour les raisons que je viens de dire, qui était normalement, ce séminaire devait être fait après avoir fait une bonne marche en langue arabe. C'est le déroulement normal. Mais voilà, l'urgence, c'était ça. Et bien sûr, il y a d'autres éléments qui ont poussé cette urgence à l'extrême, mais ce que je viens de dire est suffisant, je crois, pour justifier que l'on fasse ce séminaire, donc qui va traiter ces deux sujets en urgence, bien que normalement l'étude des firaq et des tendances doctrinales comparées doit se poursuivre sur 4 modules. Alors, pour les autres modules, pour finir cet encadrement, pour les autres modules, le 4e, 5e et 6e, qui vont traiter des autres tendances qui ne sont pas forcément toutes marginales. Il y aura des tendances marginales, il y aura des tendances centrales. Alors, on ne va pas les faire sous le coup de l'urgence. On va à chaque fois choisir une occasion qui pourrait donc suggérer l'organisation d'un séminaire pour l'un de ces 4 modules qui viendront après. On prend une petite pause et on revient par la suite.